Salut tout le monde. Alors mieux qu'une explication avec de longues phrases, vous avez pu voir la petite vidéo de présentation de Cyril Copini qui fait de la traduction de manga entre autres, mais qui a aussi travaillé dans la création. Donc là, cette intervention va parler de l'adaptation de manga japonais en français, à travers les différents métiers qu'il peut y avoir, donc la traduction, l'adaptation, mais aussi l'aspect un peu plus technique. Voilà, donc j'ai commencé en attendant à présenter Alors, moins par contre, bien je que vous la entends petite plus bon vidéo maintenant. ton travail, notamment sur le manga. Voilà. Et j'introduisais aussi Sandrine, notre chère Ok, oui, chef sûr. communication du Festival Japanior. Donc là, vous allez commencer un peu à parler de vos métiers respectifs. Et voilà, moi, mon rôle sera de poser quelques questions par moment. Mais c'est vous les intervenants principaux. Je vous laisse la parole. Alors Cyril, tu Ok. nous entends toujours? Oui? Oui, je Parfait. vous entends toujours. Et vous, ça va? Bah écoute, ça va, ça se passe bien là. Alors du coup, est-ce que on va se présenter peut-être? Je te laisse te présenter? Bah, odeur aux dames, hein, Oh, bonjour. Oh non, lady d'accord. first quand même. Quand même. D'accord. Bon alors bon, pour tous qui nous regardaient, donc je suis Sandrine. Vous me connaissez en tant que membre de l'association Hors Cadre qui participe à organiser le Festival Japanior. Vous avez pu me voir hier sur différentes interventions, différentes émissions dans la journée. Vous me verrez certainement encore aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on est là avec vous pendant 1 heure pour vous présenter donc nos métiers respectifs. Donc moi, je suis graphiste et je travaille essentiellement, le gros de mon travail est dans l'édition de manga. Je fais ça depuis une dizaine d'années maintenant. Voilà, j'ai commencé en studio et je me suis rapidement installée en tant qu'indépendante. Donc en tant qu'indépendante, ça fait 10 ans que je fais ça, donc ça doit faire 12 ans maintenant que je travaille dans l'édition de manga. Voilà, je te laisse te présenter à ton Très tour. bien. Alors, à moi, ouais, d'accord. Donc, moi, je m'appelle Cyril Copini. Je vis au Japon depuis 23 ans. Et j'ai plusieurs cordes à mon arc en matière d'activité professionnelle, mais qui sont toutes liées finalement à la langue japonaise, je dirais même à l'amour de la langue japonaise. Et donc aujourd'hui, c'est une de ces activités que je vais partager avec vous. Donc, On a un petit bug. Ouais, je pense qu'on a une petite coupure. D'accord. Donc on me dit dans l'oreillette qu'ils sont en train de régler le problème. Donc oui, alors Cyril et moi, c'est vrai qu'on a un travail qui est complémentaire. Tout à fait. Voilà, et complémentaire. Donc moi, je suis graphiste, je travaille surtout sur le côté un peu technique du manga. Et Cyril, lui, travaille sur la traduction. Donc, il vous Traduction, adaptation. Oui, voilà, traduction, adaptation, c'est deux choses un peu différentes. Voilà. Donc il y a la traduction vraiment purement littérale, passer du japonais au français. Alors je ne suis pas traducteur, mais ce qu'on peut trouver dans les dictionnaires et dans les différents forums, choses comme ça. Et l'adaptation, ça va être un petit peu d'adapter à la culture européenne française, notamment pour qu'on puisse comprendre un petit peu plus les enjeux qu'il y a dans les dialogues et dans les histoires. Oui, et alors l'adaptation, c'est aussi beaucoup par rapport au style de l'histoire et au caractère du personnage. Par exemple, si le personnage est un peu bourru, il aura un dialogue différent de quelqu'un qui est un petit peu BCBG, par exemple. C'est ça l'adaptation. Donc du coup, c'est ce qui va donner un peu plus de corps au personnage qu'une traduction purement mot à mot. Donc j'espère qu'on va retrouver Cyril rapidement. Il va pouvoir nous expliquer un petit peu plus en détail cette partie-là. Donc moi, de mon côté, en fait, donc Cyril et moi, on fait chacun partie d'un maillon de la chaîne de l'édition du livre. C'est une chaîne qui est relativement longue. Alors, je ne sais pas exactement à quel moment de la chaîne Cyril intervient, mais il ne doit pas être très loin de moi. Moi, je suis un des derniers maillons de la chaîne, c'est-à-dire qu'au départ, il faut acheter les droits. Acquérir la licence, oui, tout à fait. Acquérir des licences au Japon, voilà. Donc, c'est quelqu'un qui s'occupe de ça. Il faut les ramener en France. Bon, je suppose qu'il y a un tas de trucs administratifs à faire, je ne sais pas. C'est ça, des demandes d'autorisation au niveau des ayants droit japonais aussi, par rapport au visuel qu'il pourrait y avoir, notamment au niveau des couvertures.
Je sais que ça, tout passe par le Japon. Hein. Ils font des Oui. demandes. Si les Japonais ne valident pas, hop, il y a un retravail qui est refait sur les couvertures. Je ne sais pas si c'est vrai pour toutes les licences, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a des licences très particulières, comme par exemple Pokémon. Je sais que c'est des licences qui sont très, très suivies, assez connues. Et du coup, que ce soit Japon, États-Unis, France, il faut qu'on soit raccord sur le visuel, les noms des personnages, ce genre de choses. On verra pas grand-chose à l'écran, mais là, on a une version japonaise. Et quand on regarde les versions françaises, on a quelque chose qui se rapproche. Relativement similaire. Ouais. Donc c'est vrai qu'ils sont assez regardants là-dessus, hein, au niveau de l'aspect graphique. Je pense que Cyril il doit intervenir juste après les premiers accords sur les visuels. Alors en fait, comment ça se passe? Normalement, on doit lui envoyer une version originale, donc un bouquin en japonais comme ça. Et puis lui, il lit l'histoire, lui pour son compte, hein, il lit l'histoire, il la relit certainement plusieurs fois pour pouvoir ensuite créer la traduction en fonction de l'histoire, hein, pour s'approcher au plus près de l'histoire. Après, ce qui doit être intéressant avec Cyril, c'est que du coup, il est résident au Japon. Donc, il est totalement imprégné de cette langue et cette culture. Et effectivement, étant, on va dire, sur un double jeu entre la culture française et la culture japonaise, c'est parfait, à mon sens. Hein. J'espère qu'on va retrouver Cyril et qu'il va pouvoir nous en parler. Il en parlera nettement mieux que nous. Oui, voilà. Donc moi, je peux vous parler de ma partie, de mon côté. Donc ce que je fais, c'est souvent... Alors au départ, je recevais un livre en japonais. Donc voilà, hein, un livre basique comme ça, en japonais. Alors évidemment, on voit pas... On est un peu loin de la caméra, hein, mais je vous assure, il est en japonais. Souvent, les pages sont numérotées à la main par le traducteur, justement. Et toutes les bulles à l'intérieur, parce que moi, je ne parle pas japonais. Ou j'ai des notions de japonais, mais je ne parle pas couramment le japonais. Ce n'est pas mon métier de traduire le manga. Moi, je reçois le manga en japonais avec la traduction, donc par exemple avec la traduction de Cyril. Ensuite, dans le bouquin, toutes les pages sont numérotées, toutes les cases et les bulles sont numérotées. Et moi, je reçois donc un fichier de traduction avec tous les numéros des pages et les numéros de bulles correspondantes. Bon, on nous dit a priori que le live plante, on doit avoir un gros problème de connexion. Donc nos techniciens sont sur le coup. Ça doit chauffer dans la régie. Mais voilà, donc on va malgré tout continuer quand même. Oui, parce que nous, on nous entend. The show must go on. On nous voit, on nous entend sur YouTube. Confirmez-nous, les gens qui regardent, les internautes qui regardent. Ouais, alors on nous dit que ça plante beaucoup. Aïe, aïe, aïe. C'est dommage, elle est très intéressante cette conférence. Bah oui. Vous pouvez nous appeler les chats noirs ou... J'espère que non. Et oui, Cyril est au Japon, donc c'est vrai que c'est toujours un peu plus compliqué d'avoir les liaisons. Mais bon, jusque-là, ça a fonctionné, donc on ne désespère pas. Il va bientôt revenir, pas de souci. Nous, on va continuer, hein, du coup. C'est ça, tout à fait. Voilà. Donc j'expliquais que je reçois un fichier de traduction, un fichier Word tout simplement. Et comme le bouquin est numéroté, je reçois le numéro de page, par exemple, avec le numéro de bulle 1, case 1, telle traduction. Par exemple, bonjour tout le monde. Et moi, je le retranscris en français dans la maquette que je crée. Donc, tout est codifié, j'imagine. C'est toi qui choisis le lettrage ou c'est déjà il y a un cahier des charges? Alors en fait, ça dépend des maisons d'édition. Moi, maintenant aujourd'hui, on reçoit plus le bouquin en japonais. On reçoit les images sur Internet, enfin directement sur l'ordinateur. Avant, je recevais un bouquin en japonais. Je devais déchirer toutes les pages, scanner recto verso toutes les pages du manga et ensuite les nettoyer, donc enlever toute l'écriture japonaise et ensuite les remonter dans une maquette informatique pour remonter le livre en français chez nous, quoi. D'accord, donc là du coup tu travailles directement sur du numérique, oui, avec des pages déjà... Il y a peut-être moins de défauts graphiques dessus, il y a peut-être moins de choses à cleaner, à nettoyer. Ah non, il y a autant de choses à nettoyer, ouais. Sauf que là, au lieu de les scanner, c'est-à-dire que je prends plus 2 jours pour les scanner. Pour couper les pages. Voilà, couper les pages, les scanner, ça prenait 1 à 2 journées.
Aujourd'hui, je les reçois directement via le magnifique outil qu'on a informatique aujourd'hui d'Internet, quand ça fonctionne. Hein. Quand ça fonctionne. Voilà. La technologie, c'est bien quand ça fonctionne. Exactement. Et donc, du coup, je les reçois directement sur mon ordinateur et je les nettoie. Donc, il y a toute une phase de nettoyage où il faut enlever le texte japonais, nettoyer éventuellement s'il y a des petites impuretés, machin, etc. Et les remettre dans la maquette, les remonter dans la maquette. Une fois qu'ils sont dans la maquette, on commence par la préparer, et tout un petit aspect technique évidemment, et ensuite on met le texte à l'intérieur des bulles, de toutes les pages. Donc en général, il y a 200 pages en moyenne dans un manga. Ouais, un gros travail déjà pour tout effacer et puis tout retranscrire. Oui, ça prend un petit peu de temps déjà. Ouais. Une relecture, j'imagine parce que les fautes de frappe, les choses comme ça, c'est toi qui t'en occupes ou c'est quelqu'un d'autre derrière ça ? C'est pareil, ça dépend des maisons d'édition. Alors, par rapport à la question que tu me posais tout à l'heure sur qui choisit la police, etc. Oui, tout à fait, oui. Souvent, il y a des indications de lettrage du traducteur. C'est-à-dire que, par exemple, si le personnage, c'est un monstre, il peut très bien marquer « police monstre ». En fonction des éditeurs, il y a des chartes qui sont différentes. C'est-à-dire que, par exemple, si je travaille pour, je vais dire Akata, si Akata décidait que la police monstre, c'était telle police, je dois mettre telle police quand le traducteur me demande de mettre telle police. Par contre, sur d'autres éditeurs, comme par exemple Kurokawa, ça fait assez longtemps que je travaille avec eux, j'ai beaucoup plus de latitude. Je connais très bien leur façon de fonctionner. Il y a une police de base qu'on est obligé d'utiliser. Mais après, en fonction des bouquins, parce qu'il y a plein de choses, il y a de l'heroic fantasy, il y a du shonen, il y a du seinen, il y a un peu de tout. J'adapte moi-même la police au plus près du manga original. Enfin, j'essaye parce que c'est pas toujours évident. Une petite liberté artistique, on va dire, parce que ça a quand même son importance. Si le lettrage, si la typologie elle n'est pas efficace, ça se ressent dans le confort de lecture. Oui, tout à fait. Donc c'est moi qui choisis souvent les polices par rapport à certains personnages. Si c'est par exemple la police monstre, je peux choisir la police monstre que j'ai envie. Si c'est une police un peu tremblotante, je peux... En fait, le tout, c'est que je m'y retrouve, le lecteur s'y retrouve. Qu'il y ait une cohérence. L'éditeur s'y retrouve. Aussi. Voilà. C'est ça. Alors, je me souviens plus de ta deuxième question. C'était par rapport à la relecture, la correction des éventuelles boulettes qu'on peut retrouver de temps en temps, parce que ça arrive quand même. Ah oui, il y en a. On est que des humains, on n'est pas des robots. Donc, il y a un moment donné, la fatigue se fait sentir aussi. Alors non, c'est pas mon travail de corriger la maquette, de corriger l'épreuve écrite. C'est le travail du correcteur. Donc, c'est encore un autre boulot. Donc le correcteur, souvent c'est le traducteur, mais des fois c'est deux personnes qui font le travail. Donc moi, une fois que ma maquette elle est montée et terminée, donc une fois que j'ai fait le lettrage et l'adaptation graphique, on n'en a pas encore parlé mais j'en parlerai tout à l'heure. Donc l'adaptation graphique, c'est tout le travail d'onomatopée à remettre en français. Ça, là, je pense qu'on va s'attarder un peu plus dessus juste après. Oui, c'est quand même très intéressant. Ouais, mais tout l'aspect du travail est intéressant. Bien sûr. Mais non, mais c'est vrai que... Je voulais pas dévaloriser ton travail. Mais non, pas du tout. Mais chaque étape a son importance, effectivement. C'est qu'en fait, c'est une partie du travail qui n'est pas très connue. Quand tu lis un manga, tu te rends pas compte qu'il y a autant de gens qui travaillent dessus pour te le livrer en français. Ou en français ou dans n'importe quelle langue. D'ailleurs, c'est le même boulot. Je sais aussi que il y a des entreprises qui font appel, il y a des maisons d'édition qui font appel à des freelances comme moi. Et il y a des entreprises qui font appel qui ont leur propre studio dans l'entreprise, quoi. Et je sais aussi que, par exemple, moi, je fais du lettrage et de l'adaptation graphique, donc le remplacement d'onomatopée ou du sous-titrage. Mais je sais que dans certaines boîtes, il y a des lettreurs et des adaptateurs graphiques. Ça peut être un boulot pour deux personnes aussi. Enfin, c'est pas exactement le même travail. Moi, il s'avère que je fais les deux. Et que c'est très bien comme ça. Oui, donc j'ai toujours... Encore une fois, j'ai oublié ta question. Tu me parlais de la correction. Oui, alors la correction, c'est un... En fait, moi, normalement, je ne suis pas censée corriger. Si je vois qu'il y a une faute ou que je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu bizarre, voilà, je pose la question, je leur dis voilà, telle page, telle bulle.
peut-être qu'il y a une correction, il y a peut-être une correction, je sais pas. Enfin voilà, moi je dis là où il manque des traductions, là où éventuellement il y a peut-être une petite faute. Mais moi c'est surtout, mon travail c'est surtout de leur dire, voilà, là il manque une traduction dans la bulle, là il manque une traduction d'onomatopée. Je fais remonter les informations et en général je reçois les corrections une fois que les premières épreuves sont parties. Il y a quelqu'un il y a un correcteur. Et ensuite, je reçois les corrections et moi, je suis censée faire les corrections sur la maquette. Alors, vu que la technologie, c'est quand même magnifique, il y a Cyril, du coup, qui nous a rejoint dans le chat. Donc, lui, il nous dit, effectivement, dans son cas, il y a une correctrice qui intervient. Il ne fait pas les corrections lui-même. Donc, voilà, là, on a donc deux personnes. Bon, j'imagine qu'ils se relient, bien évidemment. Et voilà, la deuxième personne permet d'avoir plus de recul et d'avoir un deuxième regard sur le travail de traduction. Oui. Bah, y a 200 pages à relire quand même. Oui. On le voit bien, là, je mets ma casquette organisateur de Japanior. Comme je fais les programmes, etc., il y a toujours quelques fautes. On est souvent 5 ou 6 à relire et on a toujours des fautes à la dernière minute. C'est à la dernière minute, ouais. Il y a Dr Otaku qui nous pose une question par rapport aux traductions des noms, les noms de techniques, les noms de personnages. Il y a beaucoup de Français qui dénaturent l'intention de l'auteur. Alors ça, c'est l'interprétation un peu de Dr Otaku. C'est on est sur le travail d'adaptation là, au niveau des noms comme ça. Oui, alors là, c'est plus Cyril qui pourrait répondre à la question. En fait, je crois que c'est décidé en amont. Je vois par exemple pour Pokémon, je sais que sur le nom des personnages ou même des villes, des fois je mets dans la traduction il y a un certain nom de personnage. Je sais pas, par exemple je dis le Pokémon s'appelle Victini, donc je marque Victini. Et souvent dans la correction, il y a eu des tractations entre les deux pays, en disant non finalement ce personnage-là on va l'appeler Victini mais avec un Y ou carrément un autre nom. Ça peut arriver. Est-ce que Cyril nous répond sur cette question ? Après, je sais qu'il y a eu beaucoup de débats, notamment... Alors, pour les personnages, on est libre d'inventer les noms. Alors, dans le cas de Cyril, il a la liberté de pouvoir changer les noms. Mais en accord avec la maison d'édition, bien sûr. Hein, oui, bien entendu, faut qu'il y ait un accord, c'est un travail d'équipe avant tout. Et les ayants droit ont bien évidemment leur mot à dire. D'accord, parce que moi, du coup, c'est pas du tout ma partie. Moi, je fais que mettre le nom qu'on me propose, quoi. C'est dans Apprenti criminel, il me semble que j'ai une connaissance qui m'avait parlé du nom du protagoniste principal. Et lui, il se questionnait par rapport à ça, justement. Savoir si c'est un nom qui avait été inventé ou pas. Mais on a peut-être la réponse, du coup. Du coup, pour Cyril, oui, voilà. Après, ça dépend vraiment des maisons d'édition et des titres. Je vous dis des titres, par exemple, comme Pokémon. Je sais que Pokémon, c'est très, très réglementé, quoi. Oui, c'est une très grosse licence. Cyril nous dit, voilà, si on prend un titre en cours de route, il y a déjà le cahier des charges qui est mis en place et il est obligé de suivre un petit peu cette ligne, la ligne directrice. Mais s'il commence dès le premier titre, dès le premier volume, voilà, il prend l'exemple. Il fait Détective Conan depuis le 75e tome. Donc il n'a pas pu inventer, il ne va pas effectivement rechanger le nom des protagonistes, ça n'aurait pas de sens. Et de mémoire, il me semble qu'il avait évoqué avoir commencé justement Apprenti criminel, qui est un spin-off de Détective Conan. Et c'est lui qui a inventé le nom, ce qu'il nous dit. Chris Minel. En accord avec Kana, bien entendu. Jeu de mots. Oh, dites donc, on a Cyril. Cyril, on te voit. On t'entend pas pour l'instant, mais on te voit. Ouais, mais déjà on te voit. Voilà. Je me suis fait le porte-parole de ta voix. Hein, j'ai essayé de me mettre dans ta psyché et donc c'est compliqué quand même. Donc vivement que tu aies la parole pour te représenter toi-même. Ah. Allô. Bon. Ouais. Bon, écoute, on te voit bouger. Pour l'instant, on t'entend toujours. Il nous dit qu'il a mal au doigt parce qu'il a parlé par commentaire sur le chat. Ah, d'accord. Et puis en plus, Cyril, il est humoriste. Enfin, alors comment on dit, acteur de Rakugo, c'est ça ? Donc du coup, il peut nous mimer, un petit peu son propos. Via le langage corporel. Ouais. Bon, en tout cas, pour l'instant, du coup, on va continuer via chat. Cyril, si t'es d'accord. Pour l'instant, on t'entend pas, malheureusement. Mais dès qu'on t'entend, dès qu'on te récupère, surtout, tu
Tu nous fais signe, tu nous expliques. Ouais. Mais on peut évoquer peut-être en attendant que Cyril retrouve la parole. Le pauvre. On peut peut-être évoquer justement ce travail sur les onomatopées. Oui. Voilà, parce que c'est quand même souvent sujet à manifestation de la part des lecteurs. Vraiment ? Ah oui, il y en a beaucoup. Pour certains, c'est inadmissible de changer, de traduire en français. Ils ne comprennent pas cette démarche des maisons d'édition. Et j'ai vu énormément de débats autour de ça. D'accord. Pour eux, c'est ne pas respecter le travail de l'auteur. Ah oui. Ouais. Moi, je dirais que c'est pas moi qui décide de remplacer ou de sous-titrer l'onomatopée. Ça fait partie de la charte de l'éditeur. C'est l'éditeur qui décide. C'est en général sur ses collections, il décide de sous-titrer ou de remplacer les onomatopées. Donc moi, mon travail, évidemment, c'est d'effectuer le travail. Le sacrilège pour certains. Oui, alors du coup, moi, j'essaye vraiment de faire au plus proche de la version japonaise. Ce qui est très compliqué, parce que la version japonaise, en général, c'est de haut en bas. On n'a pas du tout les mêmes caractères en France. Donc on est vraiment obligé d'adapter la taille et le sens de lecture. Et c'est vraiment important, le sens de lecture. Des fois, ça marche pas. Des fois, je recommence 2 fois l'onomatopée ou 3 fois parce que ça me convient pas. Et voilà. Alors, moi, je remplace beaucoup. Les éditeurs avec qui je travaille, ils font beaucoup de remplacements. Donc, le remplacement, c'est qu'on change complètement. L'onomatopée japonaise n'existe plus et on la remplace par la française, qui est franchement très proche de la japonaise. Moi, j'essaye de trouver des typographies qui correspondent à la version japonaise. Si par exemple elle est noire, elle sera noire. Si elle a de la trame à l'intérieur, donc la trame, c'est toutes les petites décorations, les petits points noirs que vous pouvez voir à l'intérieur de l'onomatopée ou même des cases. Ça sert aussi de décor. Donc voilà, moi je remplace. Est-ce que tu redessines les onomatopées ? Alors je redessine pas. Ou est-ce qu'il existe des bases de données Non, alors moi je redessine pas l'onomatopée. Je crée l'onomatopée avec la typographie. Par contre, je redessine certains éléments de la case. C'est-à-dire que si, par exemple, comme l'onomatopée en japonais, elle est souvent à la verticale, nous, on a un sens d'écriture plutôt à l'horizontale. Donc, du coup, il y a des parties de l'image qui sont effacées. Voilà. Évidemment, ce n'est pas des grosses parties, c'est des petites parties. Et donc, moi, je redessine cette petite partie qui manque. Alors, Cyril nous dit les onomatopées, c'est vraiment un sujet riche. Déjà, en France, on n'en a pas beaucoup comparé au Japon, où il y a énormément en japonais, où il y a énormément d'onomatopées. Du coup, il arrive aussi de carrément les inventer, parce qu'on n'a pas forcément les sons ou l'effet désiré. En français, on n'a pas d'équivalent. Oui, alors, je vous ai fait une petite vidéo de mon ordinateur en train de travailler sur une onomatopée. Et si la régie est au point, je vais lui demander d'envoyer la petite vidéo. Alors soyez attentifs, ça dure pas très longtemps. En plus, je l'ai bien accéléré, donc ça dure une quinzaine de secondes. Et vous pourrez voir un petit peu le travail de remplacement de l'onomatopée s'ils peuvent m'envoyer la vidéo ou pas. Sinon, ça y est. Ouais, donc comme je vous disais, c'était un petit peu bref. J'espère que vous avez pu la voir quand même. Éventuellement, on la repassera peut-être tout à l'heure. Mais voilà, bon, c'est pas aussi rapide. Moi, je suis pas aussi rapide. Là, je l'ai un peu accéléré. Il y a des pages sur lesquelles je peux être très rapide et d'autres sur lesquelles ça prend beaucoup de temps parce que l'onomatopée prend toute la page. Ou alors, il y en a 30 sur une seule page. Et du coup, ça prend beaucoup de temps. Alors, j'avoue que l'adaptation graphique, c'est long. Et moi, c'est pas ma partie préférée, perso. Mais je mets un point d'honneur à ce que ça soit plus proche, graphiquement, visuellement, que ce soit plus proche de la version originale, pour que le lecteur ne voit pas,
finalement, la différence. Alors évidemment, c'est en français, donc la différence, elle y est. Mais tant qu'il n'y a pas de commentaires, tant que la lecture se fait de façon fluide, que ce soit au niveau du lettrage ou au niveau de l'adaptation graphique de l'onomatopée, tant que c'est fluide et qu'il n'y a pas de remarques, j'estime que mon travail est bien fait. Donc Cyril du coup nous dit voilà, et puis il y a souvent des onomatopées qui sont sur plusieurs pages. On a vraiment ça prend une place prépondérante au niveau du dessin. Donc là il nous montre à l'image. Après c'est vrai que j'ai des souvenirs qui me viennent en tête là sur des JoJo's Bizarre Adventure par exemple, où on a vraiment des onomatopées vraiment immenses. Et là voilà, ça fait partie. Alors par exemple sur le manga Smoking Parade, c'est une horreur. Voilà, c'est à traduire et à adapter. Oui, parce qu'on parle d'adaptation, mais on a donc l'adaptation de traduction et l'adaptation graphique. Ce sont deux choses différentes. Ah voilà, il va nous montrer. Donc là, on a plusieurs onomatopées sur une page. Bon, là, elle est que sur une page, mais souvent dans les seinen, les shonen par exemple, donc les mangas un peu de bagarre, il y a des très grosses onomatopées ou d'explosions. Ah, est-ce que tu peux on me demande si tu peux parler, Cyril, pour voir si le son est revenu. Bah, on t'entend toujours pas là. Bon, on t'entend toujours pas. On te voit en tout cas. On te voit montrer, voilà. Donc là, par exemple, sur cette page, vous avez, je vois pas très bien si l'ono elle est au milieu ou pas là. Mais en fait, souvent, on a des onomatopées qui sont, c'est une seule sur toute la page, sur la double page. Ouais, donc on t'entend toujours pas, Cyril, mais on te voit. On te voit montrer les pages de manga, on te voit. Pardon. Oui. Donc oui, effectivement, le manga, l'onomatopée souvent sur une double page, et du coup, il faut travailler sur les deux pages, et surtout, moi aussi, il faut que je cale, parce que souvent, en fait, je reçois pas toujours l'image entière des deux pages. Je reçois une page et une autre qui sont censées être l'une en face de l'autre. Donc moi, mon travail aussi, c'est de bien faire le raccord entre les deux pages pour qu'elles soient bien en face de l'autre et que les onomatopées soient pas, et les cases d'ailleurs, et que l'image ne soit pas décalée. Donc ça fait partie aussi des petits réglages qui font partie de mon travail. Ah, Cyril, on t'entend ? Non, on t'entend toujours pas. Nous sommes vraiment désolés, Cyril, de t'accueillir dans ces conditions. Ouais, parce que du coup, c'est vrai que moi, je ne peux pas trop parler pour ta partie traduction, vu que ce que je connais le mieux quand même, c'est le travail que je fais. Mais regarde, je vois que tu chattes. Voilà, il essaie de parler, mais ça ne passe pas. Mais oui. Et régulièrement, on réessaye. Hein. Oui, ça finira par venir. La régie est dessus depuis le début, donc bon. Alors là, je vais poser une question fermée, Cyril. Comme ça, tu vas répondre par oui ou par non. Est-ce que tu as souvent des interactions avec les lettreurs ou ceux qui font l'adaptation, le lettrage ? Est-ce que tu as souvent des interactions avec eux, ou très peu, juste sur les corrections, les relectures en fin de processus, quoi. Ou est-ce qu'il y a des feedbacks réguliers Il nous dit qu'il peut danser, peut-être. En fait, on est toujours en relation avec l'éditeur. C'est-à-dire, moi j'ai une question, je pose à l'éditeur, il me répond tout de suite. Il dit aucune interaction avec les lettreurs, d'accord. Donc c'est vraiment étape par étape. Ouais. Moi, j'ai pas d'interaction avec le traducteur. J'ai des interactions avec l'éditeur. Voilà, donc c'est ce qu'il dit exactement. Si je pose une question, même par exemple de traduction, si j'ai un doute sur la traduction, en général, je remets pas du tout en doute la traduction du traducteur. Mais des fois, moi, je comprends pas. Par exemple, il y a trop de texte dans une bulle et il manque une trad dans la bulle suivante. Je me dis, bon, là, je pose la question, est-ce que je peux pas la scinder en deux ? Est-ce que c'est vraiment une traduction différente ? Puis des fois, il manque des traductions. Donc, je dis simplement, voilà, là, telle case, machin, il manque une traduction. Donc ça, je le relais à l'éditeur et lui, ensuite, il relaie au traducteur.
Voilà. Donc on a un seul interlocuteur en fait. Voilà. Et Cyril précise qu'il est en contact avec l'éditeur français. Il ne connaît pas l'éditeur japonais des titres qu'il traduit, ni les auteurs. Il n'a pas de contact avec les producteurs, on va dire. Ouais. Non, moi non plus. Une fois que la licence est rachetée par la maison d'édition française, le manga, moi en tant que finalement exécutante, j'ai pas du tout de relation avec le Japon non plus. C'est que avec l'éditeur français. Et voilà, en plus, c'est plus simple. Il n'y a qu'un seul interlocuteur. Ça évite la perte d'informations et ça simplifie les interactions. Oui, voilà, complètement. Ceux qui ont des relations avec les éditeurs, c'est les éditeurs eux-mêmes. Les éditeurs français avec les éditeurs japonais pour, par exemple, sur certains titres, se mettre d'accord sur les noms. Pour les validations de noms, de charte graphique et tout. Voilà, mais encore, c'est pas pour toutes les licences. Et la plupart du temps, en France, on fait comme on a l'habitude de faire, quoi. Petite question, je peux changer un petit peu. Cyril, est-ce que tu peux nous dire sur combien de... Alors, il répond, il y a plusieurs corps de métier pour arriver à l'édition d'un titre. Ouais, c'est ce qu'on évoquait au début, que la chaîne de l'édition vers le français, elle est bien plus longue qu'on pourrait y paraître. Donc, on a mentionné... je pense quasiment tous les intervenants, sensiblement. On n'a pas parlé des imprimeurs. Oui, alors après moi, du coup, moi, quand j'ai fait la maquette, que j'ai fini de faire les onomatopées, donc l'adaptation graphique, moi, je livre à l'éditeur ce qu'on appelle un PDF, tout simplement, une première épreuve, qui sera corrigée par le correcteur, relue, etc. Ensuite, moi, j'ai les corrections, je fais les corrections, je renvoie une deuxième épreuve. Elle est relue encore une fois, recorrigée. Il me renvoie les corrections. Je refais les corrections dans la maquette encore une fois. Donc ça peut être du lettrage ou de l'onomatopée. Et je renvoie une troisième épreuve. Alors, il peut arriver... Vous vous arrêtez à combien d'épreuves ? Bon, en général, il y en a 3. 15e épreuve. Non. En général, il y en a 3. Et après, sur la troisième relecture, c'est vraiment des petites choses qu'on n'aurait pas vues, genre un S qui manque par ici ou un mot qu'on change par là. Mais c'est 2-3 corrections, rien de bien méchant. Sauf s'il manque une traduction d'onomatopée quelque part. Bon, voilà, ça fait partie des dernières corrections. Une fois que ça, c'est fait, donc ces épreuves-là, je les renvoie dans un format éditable, imprimable. Et ensuite... Donc là, tu as un travail à faire en plus pour le mettre sur ce format-là ? Non, parce qu'en fait, finalement, je le fais dès le début. Du coup, ça évite... il vaut mieux travailler dans les bons formats tout de suite. Ça sert à rien de faire des bases dev, des hautes dev, machin. Moi, je travaille directement dans la bonne définition, sinon après, techniquement, c'est casse-pied. Donc, du coup, une fois que toutes les corrections sont faites et qu'on est sûr que c'est OK, moi, je renvoie l'épreuve à l'éditeur et ensuite, l'éditeur, il fait son job pour l'envoyer à l'imprimeur. Donc l'imprimeur, le bon à tirer. C'est ça. Voilà, l'impression. Ensuite, ça va chez le distributeur. Et puis après, ça part partout en France, c'est ça Oui, il y a peut-être voilà. les commerciaux qui rentrent en compte aussi. Ah oui, alors par exemple sur les nouvelles séries. Parce que, alors je sais pas, je suppose que comme moi, Cyril, en tant que traducteur, il travaille sur la série entière. Parce que vous savez tous que quand on travaille sur un manga, y a, à part les one-shots évidemment où il n'y en a qu'un, c'est des séries. C'est des séries de 10, de 15, de 24, de 64, de 154 livres. Quand on est sur des séries comme Naruto, One Piece, il y a Pokémon, il y en a un paquet. Pokémon, il y en a un paquet, oui. Détective Conan, il y en a un paquet. Voilà. Donc en général, quand on commence sur une série, on la termine. C'est ce qu'il dit, Cyril. Il travaille sur la série entière. Voilà, moi aussi. Alors, il peut arriver que je prenne une série en cours de route. Moi, ça m'est arrivé de reprendre une série au tome 4-5. Par exemple, je pense à Kenichi, le disciple ultime. Je ne sais pas si certains connaissent, aux éditions Kurokawa. Il y a 64. Ouais, il y a 64 tomes, je crois. Je pourrais pas te dire, mais il y en a pas mal, ouais. Il y a au moins 64 tomes, et moi j'ai commencé à l'apprendre au 4e ou au 5e tome. Voilà. Cyril dit aussi, effectivement, lui aussi, il n'y a que Conan qui l'a pris en cours de route à partir du 75e tome. Je ne sais plus, il y en a combien, quasiment une centaine, il me semble. C'est une des rares séries qui arrive ou qui a dépassé les tomes 100. Ouais, alors je sais pas exactement combien il y en a, mais c'est vrai qu'il y a des séries comme ça qui sont très prisées du public.
Et les auteurs sont prolifiques. Alors, très prisé du public japonais, arrivé en France, Oui. ça ne veut pas dire que ça marche forcément. Effectivement, toutes les séries en France n'ont pas le même impact qu'au Japon. Il y a des séries qui marchent moins bien en France qu'au Japon, et inversement. Il y a des séries qui en France fonctionnent très bien, et au Japon qui n'ont pas forcément l'impact espéré. Oui, je voulais savoir, moi Cyril, tu vas pouvoir nous répondre via le chat. Est-ce que sur combien de mangas tu as travaillé en tant que traducteur? En attendant, je vais poser la même question à Sandrine. Sur combien de mangas tu as travaillé, toi? Alors, en termes de nombre de mangas que j'ai fait, je pense qu'on a largement dépassé les 200 là, depuis que j'ai commencé. Donc, je dois bientôt être à 300 bouquins, je pense. Après, en termes de titres, c'est pas tout à fait pareil. Forcément, vu que dans des séries, il y a 50 tomes, et il y a des séries où il n'y a que 10 tomes. Donc voilà. Après, en termes de titres, je sais pas, j'en ai fait beaucoup. Je saurais pas dire sur combien de séries différentes j'ai travaillé. Parce qu'à force, il y a des séries aussi qui sont terminées, sur lesquelles je travaille plus. Et là, j'ai encore des nouvelles séries qui arrivent et qui ont je sais pas combien de tomes, je peux pas dire. Mais en termes de manga individuels, je pense que je dois effleurer les 300 bouquins là. Ouais, ça commence à faire. Voilà, donc on a la précision, hein. Au Japon, ils attendent le tome 99 de Détective Conan, Voilà. ce qui est quand même plutôt conséquent. Alors en France, je sais pas parce que c'est pas moi qui travaille sur cette série. On est plusieurs. Hein. C'est un secteur de niche, c'est vrai, mais on est quand même plusieurs à travailler dessus. Et si vous voulez savoir, dans un manga français, vous allez à la fin du livre, à la fin du livre, donc dans le sens japonais. Hein. Donc au début, pour le français, il y a ce qu'on appelle l'ours. Et dans cette partie, il est écrit qui a travaillé sur le manga. Donc il y a la collection qui est dirigée par un tel, l'éditeur évidemment, des fois le traducteur, souvent le traducteur, le lettreur, l'adaptation. Enfin voilà, faut regarder dans cette partie qu'on appelle l'ours, qui est à la fin du bouquin, où il y a le dépôt légal, etc. Et vous connaîtrez la personne qui a effectué les différentes tâches sur le livre. Ouais. Et donc Cyril nous dit qu'il a bossé sur une dizaine de titres, ce qui n'est pas forcément exceptionnel, mais bon, voilà, ça fait quand même une petite expérience plus qu'honorable. Et je crois qu'il travaille sur du jeu vidéo aussi. Oui, j'ai cru voir dans sa petite vidéo au début qu'il y avait des jeux vidéo qui étaient montrés. On a dû voir une jaquette PlayStation, si je dis pas de... Ouais. Et il fait de la traduction sur le jeu vidéo et sur le manga. Et dans nos conversations qu'on a eues donc avant de faire cette émission, il me disait que c'était quand même fun de faire du manga parce que justement il pouvait lire l'histoire et c'était quand même beaucoup plus sympa qu'un dossier administratif lambda, quoi. C'était la partie fun du boulot. Effectivement, ouais. Quand on aime ça. Oui, voilà. Moi, il y a des titres, franchement, j'accroche pas du tout. Je fais le travail quand même, mais bon, l'histoire, je la lis pas toujours forcément. Après, il y a des titres que j'aime bien, je lis l'histoire et je la suis. Mais c'est vrai que si je veux pas non plus perdre trop de temps par rapport au délai, parce qu'on a des délais évidemment hein, pour rendre le travail, parce qu'une fois que moi j'ai travaillé dessus, que j'ai rendu les épreuves, on peut compter ensuite 3 mois jusqu'à la parution dans les kiosques, enfin en librairie plutôt. 3 mois entre l'étape où toi tu reçois le travail, ouais, et toi où tu le fais et là où ça apparaît en librairie. 3 mois. Oui, voilà, c'est quand même à peu près. Court. C'est que je suis dans les derniers maillons de la chaîne. Hein. Bon, ça laisse pas beaucoup de temps. Une fois que le travail... après, ça dépend des titres. Il y a des titres où il y a énormément d'adaptations graphiques, où c'est vrai que ça prend beaucoup de temps, et d'autres qui prennent moins de temps. Il y a des mangas que je peux faire en 4-5 jours, ou même moins, et il y a des mangas où ça me prend beaucoup plus de temps. Je pense par exemple à... y a Kenichi qui me revient parce que c'est pareil, il y a énormément d'onomatopées dans la mesure où il y a beaucoup de combats. Il y a Shonen Seven aussi où il y a beaucoup de combats. Shonen Seven, c'est un peu comme c'est des bagarres de rue, de lycée, avec des lycéens qui font des bastons. Avec des Yankees. Ouais, un peu, voilà, c'est ça. Un peu la GTO, mais version lycéen, quoi. Ouais. Et donc du coup, sur ce genre de manga, il y a beaucoup d'adaptations graphiques à faire. Et il y a beaucoup d'adaptations graphiques et il n'y a pas tellement de lettrage. Alors que par exemple, si vous prenez un shonen, il n'y a pas beaucoup d'adaptations graphiques. Ça ne va pas être beaucoup de grosses zonos, etc. Ça va être des petites zonos. Il n'y aura pas beaucoup d'onomatopées dans les pages. Par contre, il y aura énormément de lettrage, d'apartés. Ce qu'on appelle les apartés, c'est les petites pensées qui ne sont pas dans les bulles. Donc il y a ce que pense le personnage et puis les petites apartés à côté. On en voit beaucoup dans les shonen. Et là, le lettrage prend une partie très importante du travail.
Et dans les titres, je ne sais pas si tu en as déjà fait, les titres genre thriller, policier, où il y a souvent des scénarios un petit peu alambiqués. Là, j'ai Death Note qui me revient en tête, mais un petit peu, on va dire, à la Death Note. Je pense que là, le travail de lettrage doit être énorme et de traduction, parce que l'intrigue est faite de manière à ce que ce soit complexe et que ça saute pas aux yeux. Donc, j'imagine que la traduction doit être assez compliquée. Bah, oui, je pense là au niveau du traducteur, il doit avoir pas mal de boulot d'adaptation. D'adaptation pour nous en français, ça doit être un gros boulot. Par contre, nous, c'est vrai au niveau de l'adaptation, du lettrage. Bon bah plus il y a de bulles et plus il y a de boulot quoi. Et c'est pareil, on fait le lettrage aussi de toutes les parties qui font pas forcément partie de l'histoire, c'est-à-dire toutes les caractéristiques de personnages. Je ne sais pas si j'en ai un exemple là dans Pokémon, il y en a souvent. C'est des pages, des doubles pages où par exemple il y a le personnage du Pokémon avec les pouvoirs, tu sais. D'accord, une petite fiche technique du personnage. Voilà, c'est ça. Ouais. Je regarde souvent dans le Pokémon, il y en a. Donc en fait, c'est souvent sur une page ou une double page. Comme de fait exprès, il n'y en a pas dans ce tome-là. Voilà, il n'y en a pas dans celui-là, évidemment. Peut-être à la fin, au début. Voilà. Par exemple, les sommaires. Ça, c'est sur les débuts de tome, c'est vrai qu'il y a un petit récap, un petit résumé avec quelques personnages qui sont réexpliqués. Ouais, on a souvent ça. Peut-être m'avancer éventuellement. Vas-y. Tu peux t'avancer, on est à la maison. Je vous montre à la caméra. Vous voyez, il y a souvent le petit résumé du tome d'avant, il y a la présentation des personnages, des protagonistes, Voilà. ce qui permet d'avoir un petit récap. Donc on sait en lisant ça immédiatement, on sait qui y aura dans le tome et ce qui s'est passé juste avant. Voilà, Quoi. donc tout ce qui est les pouvoirs des personnages, s'ils ont des pouvoirs différents, si par exemple il y a eu des jeux au Japon qu'on veut retranscrire en français, voilà, tout ça, tous les textes, toutes les apartés, tout ce qui est explication, etc., c'est pareil, tout ça, ça fait partie du lettrage. Donc toute l'écriture française à l'intérieur du manga, c'est du lettrage, c'est mon travail. Donc là, on se rend pas bien compte, mais effectivement, quand on voit un tome japonais qui est, alors, pour le commun des mortels, illisible, même si on a une lecture effectivement de l'image et des scènes, ça représente quand même. C'est pour voilà. Donc là, on a le manga en japonais. Voilà, le manga japonais, la version. Donc là, on est sur un Pokémon. Nombreux sont les lecteurs à ne pas en avoir lu, au moins déjà vu, parce que forcément, c'est pas ce qu'on retrouve chez nous. Voilà, et en français, donc voilà, par exemple, ça donne ça. Par exemple, concrètement, sur cette page, il n'y a pas énormément d'onomatopées, donc ça ne prendra pas beaucoup de temps. Par contre, voilà, sur un là, autre je vais vous montrer un exemple. Alors ça, c'est la version japonaise d'une page. C'est la bonne ? Oui, c'est la bonne page. D'une page en japonais, voilà. Donc là, il y a le travail d'onomatopée. Il y a beaucoup d'onomatopées à faire dessus. On voit qu'il y a un onomatopée qui prend la quasi-entièreté de la page. Voilà, sur les deux pages, bien sûr. Voilà, avec l'explosion derrière. Je vais vous montrer la même page en français. Voilà. Donc là, effectivement, il y a le traducteur qui intervient pour traduire l'onomatopée ou le créer. Parce que le son japonais n'existe peut-être pas en français. Je vais essayer de vous mettre les deux côte à côte. Ouais. On va voir. Vas-y. Et donc du coup, c'est vrai qu'on imagine le traducteur en train de se prendre la tête à essayer de traduire. Donc là, ça ferait quoi ? Ça ferait j'boum, j'bam, j'pouf, splash. Voilà, c'est ni plus ni moins que ça. Essayer de trouver le son qui correspond le mieux à l'onomatopée. Donc il y a Cyril qui nous dit « Vous m'entendrez l'année prochaine en vrai ». On espère te recevoir sur Niort, Cyril, bien entendu, ce serait quand même ce serait 100 top, fois mieux. Ah bah oui, on l'a refait en vrai. Oui, on l'a refait en vrai, en mieux, en chair et en os, sans couac internet et de connexion. Donc voilà, bon, j'espère que vous avez pu voir un petit peu notre version française, version japonaise. Bah oui, un petit peu le travail qui a pu être fait dessus. En tout cas pour ma partie, parce que du coup, malheureusement, on n'entend pas Cyril. Ben oui, on n'entend pas Cyril. Bon. Après, petite pub, entre guillemets, c'est sur quel projet tu as vraiment pris le plus de plaisir à travailler ? Bah, ça dépend, parce que
il y a des titres que j'aime bien, mais qui sont pas forcément très fournis en onomatopée. Après, il y a des titres que j'aime bien travailler parce que c'est des histoires que je suis. Donc, c'est à ça que je pensais. Voilà. Savoir si c'est des histoires qui t'intéressent plus, quoi. Par exemple, je me souviens, il y a très longtemps, que je travaillais encore en studio, à avoir travaillé sur des Greyman. Des Greyman, c'est une série que j'adore. Du coup, j'aimais bien les faire parce que du coup, je pouvais lire l'histoire avant tout le monde. Donc ça, c'était cool. Le petit plaisir de ceux qui travaillent dans la chaîne de l'édition. Ouais, voilà, c'est ça. Mais aujourd'hui, c'est pareil. Il y a des titres sympas. Par exemple, les Pokémon. Alors moi, je suis pas trop partie de la génération Pokémon, mais j'aime bien. C'est sympa. C'est une histoire sympa. C'est gentil. Il y a toujours des bons sentiments dedans. Il y a une bonne moralité. J'aime bien. Et c'est pareil. J'aime bien les suivre et tout. Et finalement, je découvre qu'il y a des Pokémon que je trouve trop choux, quoi. J'adore. Puis il y a des méchants Pokémon qui ont trop la classe aussi. Non, vraiment, il y en a que j'aime bien. J'aimais bien Shonen Seven aussi, c'est une série qui vient juste de se terminer. Donc la fameuse la baston lycéen, là, c'était sympa. Donc Sandrine est une bastonneuse. Nous apprenons ça en direct sur le plateau de Japanior. Oui, moi je suis très éclectique. Hein. Vraiment, j'aime un peu tout. Alors, il m'est arrivé de faire du hentai. Là, franchement, je suis pas trop fan. Mais bon. Et là, par exemple, le manga que je vous ai montré que cette page-là. Parce qu'il est pour un public averti. Ah oui, c'est quoi? C'est Bloody Delinquent Girl Chainsaw. Oui, voilà, Délinquante c'est la collection Girl Chainsaw chez Akata. Ouais, la collection What the Fuck de chez Akata. Ouais. Alors là, par contre, sur les zonos, je me suis éclatée. Parce qu'il y avait des zonos super sympas, avec beaucoup de travail à l'intérieur de graphisme, finalement. Par exemple, recréer une onomatopée avec un fond de journal. Donc, alors je me suis galérée, hein, vraiment. J'ai mis du temps dessus, mais du coup, j'étais super contente du résultat parce que vraiment, ça rendait bien. Et donc, il y a des petits plaisirs comme ça. Un petit challenge technique. Voilà, quand il y a un petit challenge technique, c'est sympa. Parce que bon, sinon, c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça reste un petit peu répétitif quand même. Même si j'aime mon travail, j'aime ce que je fais, je suis contente de le faire. C'est vrai qu'il y a des fois, quand il y a des petits challenges, là, c'est chouette. Oui, parce que tu as quand même des tâches à accomplir, donc tu dis que c'est répétitif. Alors, effectivement, toutes les bulles se ressemblent, mais ce qu'il y a dedans diffère. Oui, voilà, c'est ça. Après, moi, j'aime bien la partie lettrage. Ah, on a une question. Laetitia, notre présidente. Alors, j'ai une petite question. Est-ce que Cyril, pour régler les problèmes de son, tu peux essayer de te connecter sur un nouveau lien Skype qu'on vient de t'envoyer? Ça n'a absolument rien à voir avec les mangas. Alors là, l'onomatopée, ce serait quoi? Voilà. Donc si tu nous entends, essaie de te connecter sur l'autre lien, s'il te plaît. Merci. Voilà, c'était le mot de la présidente et de la régie. Oui, donc voilà. Moi, c'est vrai que j'aime beaucoup le lettrage. J'aime bien faire le lettrage parce que du coup, j'aime bien changer les polices, agrandir, parce que finalement, tu lis quand même le manga pendant que tu le fais. C'est-à-dire que si j'ai un monstre qui parle et qui hurle, je vais pas écrire en police 6 minuscule. Je vais essayer de faire un lettrage où la bulle, elle est remplie du cri du monstre, parce que du coup, c'est de la lecture, c'est visuel, quoi. Il faut que dans l'esprit du lecteur, il faut que ce soit vivant. C'est ça, voilà, exactement. C'est vrai que c'est un petit peu ce que le manga peut susciter au lecteur, hein, et c'est peut-être aussi ce qui fait son succès, c'est qu'on a une lecture immersive, dynamique, et effectivement, si le lettrage ne rend pas honneur à ça, ça devient un petit peu moins agréable à lire. Le confort de lecture s'en ressent. Après, moi, c'est comme ça que je le ressens, c'est peut-être pas vrai pour tout le monde, mais moi, je travaille dans ce sens-là, c'est-à-dire, j'essaye de... Comme si moi, je lisais le manga, en fait. Qu'est-ce que j'aimerais voir dedans? Tu te projettes en tant que lecteur. Oui, voilà, je suis aussi lectrice de manga, forcément. Donc quand je le fais, je le fais un petit peu aussi pour moi, quoi. C'est-à-dire que quand il y a un monstre qui hurle, je fais hurler le monstre, comme je peux. Je t'imagine en train de hurler sur ton PC. Alors j'hurle beaucoup sur mon PC, mais pas pour les mêmes raisons. Le fameux rage kit. C'est ça, il a failli souvent passer par la fenêtre. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a vraiment... quelque chose à éviter absolument dans le lettrage? Tu parlais de la police 6. Oui, alors c'était un petit côté un petit peu technique. C'est qu'en fait, on a des chartes. Hein. Donc même si avec certains éditeurs, on a pas mal de latitude, évidemment, il faut pas... il faut pas, par exemple, que le texte touche la bulle, le trait qui entoure la bulle, hein, tout simplement. Il faut quand même que l'air circule autour du texte. C'est plus lisible. Et évidemment, il ne faut pas descendre sous une certaine taille de police.
sinon c'est complètement illisible, quoi. Ouais. Après, est-ce que des fois, c'est vrai qu'on voit des polices toutes petites parce que le texte est énorme. C'est ça. Alors des fois, et c'est ça que... C'est pour ça que je parlais d'interaction tout à l'heure entre correcteur, Oui. traducteur et lettreur. Ouais, mais C'est dans ce sens-là, quoi. On en parlait avec Cyril l'autre fois et il se disait justement, apparemment en travaillant sur le jeu vidéo, il disait purée, il faut que je pense pour les gens qui vont travailler après moi à pas faire non plus trop de texte dans la bulle, parce que le problème c'est qu'en japonais on peut mettre énormément de texte ou très peu, et en français ça sera complètement l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a des bulles où il y a énormément de texte en japonais et en français il y a 3 mots. Et il y a des bulles où en japonais il y a 3 mots et en français il y a 3 phrases. Et quand on met 3 phrases dans une bulle qui est rikiki, parce qu'en japonais, il n'y a que 3 mots, c'est très compliqué. Donc du coup, il faut adapter. Donc c'est le traducteur qui adapte, ou l'adaptateur, il fait les deux. Et moi, je joue avec les polices, avec la taille des polices, avec l'espacement des lettres, ce genre de choses pour que ça rentre dans la bulle. Et là, je maudis le traducteur qui m'a mis 3 phrases dans une bulle qui est rikiki, qui fait 1 cm de large sur 1 cm de haut. Est-ce que tu te permets de modifier la bulle ou pas du tout ? Oui, on peut le modifier. Souvent, l'éditeur me dit tu peux modifier la bulle, il n'y a pas de souci. Souvent, c'est moi qui dis là, la bulle est trop petite. Alors, soit on sépare, soit on coupe le texte, soit on change le texte, soit on coupe le texte, soit on diminue, peu importe. Ça, c'est pas moi qui choisis, mais moi, je remonte l'information. Soit on agrandit la bulle. Et là, c'est l'éditeur qui prend la décision finale. Tu orientes un petit peu quand même sur l'aspect, oui. Sur la faisabilité ou pas. En fait, c'est ça. Moi, je leur dis, ça, je peux le faire, ça, je peux pas le faire. Techniquement, c'est possible. Techniquement, c'est pas possible. Donc, moi, je remonte l'info, je leur donne peut-être éventuellement ce que je peux faire au niveau des solutions. Et ensuite, c'est toujours l'éditeur qui prend la décision finale. Ça sera jamais moi, en aucun cas. Ce sera toujours l'éditeur. On arrive au bout. Oui, il nous reste quelques minutes encore. Est-ce que Cyril est toujours avec nous ? Est-ce qu'il répond aux questions ? Alors, il y a Cyril qui a une question. Du coup, le problème dont parle Sandrine arrive souvent. C'est pas une question, c'est une affirmation. C'est une affirmation. Oui, donc Cyril, tu me confirmes, hein ? Ouais. Que, voilà, des fois, les traductions fait que c'est plus long que l'original. Oui, tout à fait. Et donc, moi, il m'en parlait. Et il me disait qu'il essayait de faire attention. Je ne sais pas si c'est vrai pour tous les traducteurs. Mais dans tous les cas, il y a des fois, je me dis, mais là, les gars, on ne peut pas mettre 3 phrases dans une bulle grande comme ça, c'est pas possible. Donc il dit, effectivement, c'est très difficile de régler le volume de traduction. Donc là, on a un terme technique, un volume de traduction. On se rend compte de la place que prend dans la contrainte imposée par la bulle. Ouais. Bon, après, en général, ça se gère, hein, franchement. Mais c'est vrai que ça, je pense que c'est un gros travail du traducteur à la base. Concrètement, c'est pas moi qui vais retraduire, rechanger les bulles ou quoi que ce soit d'autre. C'est lui qui a un travail à faire, c'est le traducteur qui a un travail à faire sur sa traduction, quoi. Non, d'autres Zeus, faut que tout le monde fasse son boulot. Non, mais c'est une contrainte qu'il a de toute façon, quoi. Bien entendu. Hein. Donc, quand tu essayes de faire parler... Il dit que depuis qu'il fait du jeu vidéo, de la traduction de jeux vidéo, il fait attention à ça. Parce que certainement, c'est peut-être un peu plus contraignant dans le jeu vidéo, certainement. Oui, c'est possible. Voilà. C'est vrai que là, on peut retravailler les bulles et tout, c'est faisable, hein, mais c'est vrai que tu peux pas mettre tout un dialogue, là, comme par exemple 1 heure de papotage dans une seule bulle, c'est pas possible. Une très grande bulle. Une très très grande bulle. On appelle ça un livre, un roman. Exactement, c'est ça. D'ailleurs, il y a certains mangas où je mets en page aussi le roman. Par exemple, je pense à moi quand je me réincarne en Slim, donc qui est pareil, qui est chez Kurokawa. Donc vous avez la partie manga, donc qui est en lettrage, etc. Et ensuite, vous avez une 20aine de pages, c'est le roman. Et donc ça, c'est pareil, je mets en page et je lettre, on refait le lettrage en français, quoi. On repasse le roman en français, bien sûr. Et il est dans le sens de lecture japonais. Voilà, donc on arrive au bout de... il y a une dernière... voilà. Oui, il dit que dans le jeu vidéo, ça se voit plus que dans un manga, bien sûr. Oui, voilà, oui. donc au niveau de la contrainte... et puis, fatalement, dans le jeu vidéo, on ne va pas recoder l'espace et tout. Et puis c'est surtout que si le personnage parle, à un moment donné, il ne parle plus. Donc il faut quand même, que le personnage dise ce qu'il a à dire pendant qu'il parle. C'est comme, c'est comme pour les films, les doubleurs de films. Sandrine, voilà, donc Cyril nous remercie. C'est nous qui le remercions. Hein. C'est vraiment trop dommage qu'on ait eu des coupures parce que vraiment, ça aurait été hyper intéressant qu'il soit avec nous et qu'il nous en parle de lui-même de vive voix. Et voilà. Ça aurait été vraiment chouette. Bon alors, à suivre du coup, qu'est-ce qu'on a sur la suite de notre programmation ? La suite, on va être sur
La création d'univers en manga, je crois. L'univers en manga, c'est ça. Donc il va y avoir Renaud Lemaire avec nous, Ouais. Michael Almodovar. Donc Si Renaud ça Lemaire fonctionne. qui travaille sur Dreamland, Michael Almodovar sur les Torches d'Archilon, et Souria sur Tali, la fille de la lune. Voilà. En espérant que ça fonctionne bien et qu'on ait tout le monde. Bon. Voilà, Ok. donc on nous dit dans l'oreillette une fois de plus que voilà, Mika n'est pas encore avec nous sur le. Bon, en tout cas, Cyril, merci beaucoup d'être venu et en tout cas d'avoir essayé de te connecter. Promis, on remet ça l'année prochaine de vive voix. Ce serait vraiment super, ce serait l'idéal. Et puis, à tout à l'heure, dans la journée, pour la suite de l'émission, Voilà. la Et suite moi, des émissions. Vous me retrouvez dans un instant. Et puis Cyril à l'année prochaine en tout cas. Ouais, merci Cyril.